Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette troisième partie dans notre thématique, notre essai de réflexion, à travers mon livre intitulé « Tout le monde peut tuer, question de circonstance » ou « Les signes prémonitoires d'une radicalité ». Dans cet épisode, je vais t'apporter quelques éléments thérapeutiques afin de poser un diagnostic psychospirituel, et non pas médical, sur la situation d'un sujet. La coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé naturellement aux adolescents du lycée et plus particulièrement aux classes de terminale, ainsi qu'à toute étudiante et étudiant ou toute personne susceptible de pouvoir réfléchir sur un essai de réflexion. Chapitre suivant. L'esprit souffre et le corps exprime sa douleur. Le patient est endormi. Première phase, il n'entend pas ce que je lui dis. Deuxième phase, son corps est maintenant entre l'état de veille et de sommeil, comme s'il rêvait en étant éveillé. Il entend ma voix, mais elle lui semble lointaine, irréelle. Il n'a pas la force de répondre. Premier constat, à première vue, cela n'a rien de grave. Deuxième constat, le sujet va bien et ses yeux réagissent. Troisième constat, il s'agit là d'un état émotionnel, c'est une déduction, soit d'un état émotionnel, soit d'un état physique et corporel. En ce qui nous concerne, nous allons opter pour un état émotionnel et non pour un état physique, c'est-à-dire une surcharge de travail ou un état de forte contribution physique. Quatrième constat, le patient a probablement mal réagi quand il a appris une mauvaise nouvelle, après discussion. Cinquième constat, je crois que le patient est proche d'une dépression. Ceci est une détection de type 2. Sixième constat, nos conseils. Continuez à, premièrement, mener une vie aussi normale que possible auprès des siens, de ses proches. Deuxièmement, travailler régulièrement. Troisièmement, envisager une thérapie de groupe ou une thérapie qui soit d'ordre psychologique ou psychiatrique ou encore spirituel, ou bien marier l'une et l'autre. L'intérêt de ces thérapies est de pouvoir situer si troubles mentaux il y a, afin de trouver très vite un équilibre. Je range dans la catégorie de thérapie une vie spirituelle et monothéiste bien rangée, destinée à la pleine recherche de Dieu et encadrée par l'amour et l'indulgence. Cette démarche procure 3 bénéfices indispensables à la bonne marche de la priorité de soi. Premier bénéfice, la proximité avec Dieu pour mieux le servir, et bien sûr mieux le connaître. Deuxième bénéfice, se permettre de se réconcilier avec soi-même, de retrouver une paix intérieure. Troisième bénéfice, se trouver une paix intérieure, une certaine sérénité, un apaisement contre toute épreuve. Septième constat, observons que le patient ne développe aucun symptôme physique. Conclusion, je voudrais pouvoir en faire plus ou en dire davantage, mais je crois que le reste tient de la volonté du patient et de celle de son entourage. À son réveil, le sujet peut ressentir une sensation bizarre qu'il n'explique pas. Toutefois, il est prudent de se montrer vigilant et attentif au risque de récidive, voire d'une tentative de suicide. La patiente, en l'occurrence ici une femme, peut passer du traumatisme lié à l'incapacité de porter la vie à celui de vouloir perdre la sienne. Type 3. Entre les deux, il n'y a qu'un fil. Et tu vas bientôt découvrir le motif de sa dépression. La patiente développe cet état car elle refoule des flots de haine qu'elle tente de cacher et de nier. L'état mental est très sérieux. Une dépression nerveuse est couvée sous de fausses apparences extérieures,
ainsi que beaucoup de colère contenue. Les soins nécessaires à sa guérison ne se trouvent pas dans son foyer. Ils sont ailleurs, dans un endroit neutre. Pour cela, il convient de la convaincre et de la persuader de se soigner. De la persuader de se soigner de son plein gré. Cela est meilleur pour elle, ou malgré elle, car nécessité fait loi. Pour y arriver, il est nécessaire de lui parler et de communiquer. Certains médicaments peuvent traiter ce genre de choses. En effet, il existe des drogues que je vous décommande et déconseille, que l'on peut employer pour atténuer les symptômes, notamment celles qui concernent les antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytiques et autres anxiotropes. Mais elles n'aident pas à aller jusqu'à la racine. Et ici, si vous le voulez bien, si tu le veux bien, nous travaillerons à essayer de savoir quel but la dépression peut servir. Vous savez, tout symptôme a une fonction, et cette fonction est de protéger toujours une partie saine en nous, une partie qui se sent menacée, vulnérable. Et ce que nous réaliserons dans notre thérapie psychospirituelle est de nous employer à trouver quelle est la partie qui se cache derrière la maladie. À présent, la dépression peut s'avérer irrémédiable. La patiente peut s'enfoncer dans le tourbillon et risque de ne pas s'en sortir. La vraie question est de savoir qu'est-ce que l'on peut faire. Racontez d'abord ce que l'on sait de son enfance, de son adolescence, car le sujet, qu'il soit un homme ou une femme, ne se confie pas beaucoup. Et en l'occurrence, la patiente a perdu sa mère qui disparaît brutalement, ainsi que 2 pères. Le vrai, le père biologique, qui est abattu, décédé suite à un assassinat, et son beau-père qui se suicide à la boisson alcoolique. Ces informations, une fois dites, permettront de mieux orienter la thérapie de la patiente. Peut-elle malgré tout guérir? Son stade est critique et je ne peux me prononcer. Ce que je peux dire, c'est que son désir désespéré d'avoir un enfant prend racine dans son enfance. Dans son enfance malheureuse. Elle veut un bébé à tout prix auquel elle pourra donner toute la tendresse, l'attention et l'amour qu'elle pense avoir raté. La patiente croit qu'elle peut donner ce qu'elle n'a pas en tant qu'enfant ou bébé. À ce stade, la patiente tourne en rond parce qu'elle pense qu'elle n'aura jamais d'enfant. Ceci constitue un obstacle majeur à la bonne marche de la thérapie. Tout ceci semble bien simple à comprendre, sauf pour la patiente. Notre conversation peut rester un secret entre nous, mais la personne concernée devra tôt ou tard savoir où j'ai reçu ces informations, car le devoir de franchise est un élément important de la thérapie. Le subconscient aime garder ses petits secrets, mais il remonte lentement, petit à petit à la surface. La patiente pourra toutefois vous haïr pendant un temps, mais l'essentiel est de guérir, le reste est moins grave. Ainsi donc, l'état suicidaire se déclencherait pour protéger une partie encore intacte en nous-mêmes. La maladie enclenche des symptômes qui déclencheraient à leur tour une forme de mise en maintien de la vie, mode de survivance chez la patiente, pour tenter de protéger quelque chose qui resterait encore à sauver. Serait-ce la vie tout simplement? La vie humaine ou ce qu'il en reste outre les séquelles? La majorité des mamans n'abandonnent pas leurs enfants. Votre mère à vous ne vous a pas déjà expliqué tout ça? Vous en comprenez ces raisons, mais comprendre les raisons et pouvoir vivre en les connaissant n'est pas du tout la même chose. Vous avez aimé votre mère, même quand vous la croyez morte, et aujourd'hui encore après qu'elle est réapparue. Cela dit, vous n'avez jamais eu de relation avec votre mère, et vous savez que vous n'en aurez jamais non plus avec un enfant venant de vous. Vous vous sentez frustré, et vous croyez qu'un enfant vous consolerait de ce qui vous a manqué. En fait, vous ne pensez qu'à ça. Quand vous aviez voulu vous suicider, vous ne vous rendiez pas compte de ce que vous faisiez. Pour vous, tout vous semblait vide et futile. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant, et c'est vrai, mais vous pouvez malgré tout en adopter un. C'est seulement une question de temps. La vraie question est de savoir est-ce que vous pouvez supporter cette attente? C'est douloureux pour vous, et il vous est pénible de me la décrire. Vous savez qu'elle est là. Vous savez qu'elle est là, que vous vivez avec elle. Si seulement vous pouvez avoir un enfant, vous seriez en mesure de vous prouver que vous sauriez l'aimer, seriez près de lui, que vous ne le quitterez jamais, qu'il grandirait en pleine sécurité, qu'il serait désiré et aimé. Et vous croyez ensuite que la douleur pourrait disparaître, c'est bien ça?
Un espèce de sentiment curieux vous traverse le corps, à ce moment précis. C'est peut-être étrange, mais vous aurez juré bien vous connaître. Je crois que vous pensiez que votre problème venait du fait que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Mais pas du tout, c'est faux. En vérité, vous aviez seulement réussi à museler vos sentiments, à les garder au fond de vous, à les refouler. Vous me direz que vous allez bien aujourd'hui, que vous comptez reprendre une vie normale, travail, activités associatives, vie au foyer, etc. Il ne faut pas vous précipiter. Vous revenez à peine de votre séjour en maison médicalisée. Les conditions de votre retour dans votre foyer sont certes idéales, mais vous devez maintenant prendre le temps de la réflexion. La patiente revient chez elle avec des interrogations liées à l'adoption, au choix de l'enfant, son sexe, et brutalement l'idée lui vient de choisir le prénom de sa mère pour sa fille. Son mari lui dit qu'il l'aime. Observation et précaution. Premièrement, suivre maintenant la thérapie à distance et non plus dans un centre médicalisé pendant seulement quelques jours. Deuxièmement, ne pas recevoir une assistance trop permanente, mais affronter la vie seule pour se donner un but afin d'être décidé à vouloir s'en sortir sans assistance, sans aide ni soutien, mais seulement avec un accompagnement à distance. Cela ne signifie pas qu'il faille griller les étapes, non bien sûr, cela ne peut que l'aider à trouver ou à retrouver confiance en elle. Troisièmement, une fois de retour chez elle, il faut la traiter absolument normalement, comme les autres membres de la famille. Quatrième point, entretenir un rapport de franchise et d'honnêteté et ne pas avoir peur de parler du sujet en question. Il s'agit en réalité d'une épreuve, non d'un problème, qu'il faut traverser ensemble main dans la main. Cinquièmement, entretenir l'espoir et positiver. Avertissement. De retour chez lui, le sujet, qu'il soit un homme ou une femme, peut prétendre ensuite aller mieux et essayer de te convaincre qu'il va beaucoup mieux, voire qu'il se sent très bien. Ne tombez pas dans cette euphorie passagère. En fait, il traverse un autre état émotionnel. En psychiatrie, on appelle cela aliénation mentale. C'est-à-dire que son imagination lui joue des tours, son esprit s'égare, une sorte de folie s'empare de lui de manière temporaire seulement, durant lequel ses facultés mentales sont altérées, c'est-à-dire sont modifiées. Alors méfiez-vous de ne pas vous laisser entraîner dans une spirale de prétextes. Il risquerait vraiment de vous convaincre et vous persuadera alors de croire en sa bonne foi. Il y arrivera bien souvent, car il use du pouvoir de vous manipuler avant que vous puissiez vous en rendre compte. Il essaiera ensuite sans doute de contrôler vos sentiments. Il a une connaissance exacte de votre point faible. Il sait manœuvrer vos émotions à son égard pour en tirer un avantage déterminant. Votre rôle à vous est de le convaincre du contraire et de le reconduire chez son psychologue pour lui faire entendre son diagnostic, ses conclusions. Celui qu'il faut écouter, c'est son praticien. À présent, la patiente ou le sujet se montre très réfractaire vis-à-vis de son médecin ou de son psy. Il décide manifestement de ne plus poursuivre la thérapie. Encore une fois, soyez attentif ensuite à une fausse joie, un vrai faux moment de bonheur, un moment utopique et en même temps cruel qui peut entraîner une rechute. Le sujet ou la patiente est sur une pente dangereuse. Le seul moyen maintenant est d'obtenir ce qu'elle veut, ce qu'elle désire le plus et le plus vite possible, car la partie saine qui se cache derrière le symptôme et qu'il faut sauver est la raison de vivre. La raison de vivre. En effet, chacun d'entre nous se doit de se trouver une raison de vivre. Enfin, et pour finir, le psy peut se rendre au domicile pour une visite, au domicile du patient pour constater la bonne évolution de la thérapie. Cela est encore le cas quand il existe des médecins dits de famille, comme c'était encore le cas autrefois. Aujourd'hui, bien des choses ont changé. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cet épisode, de la partager, de la diffuser, de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je te retrouve pour la 4e partie par la grâce de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.